Bonjour, messieurs, dames. Ici Richard Abel, qui vous souhaite la bienvenue à cette deuxième émission de Vivre jeune en musique et en santé. Émission dans laquelle la science et la santé se côtoient de façon harmonieuse. Et pour ce faire, j'ai l'immense plaisir de vous présenter le co-animateur de cette émission, le docteur Éric Simard. Bonjour, docteur. Bonjour, Richard. Nous allons aujourd'hui parler d'un des problèmes les plus fréquents chez les personnes âgées, c'est-à-dire le sommeil, la qualité du sommeil. Je pense que vous en avez parlé. Au point de vue biologique, c'est quoi le sommeil? À quoi ça sert, le sommeil? En fait, le sommeil, on va souvent penser que ça sert à se reposer tout simplement, à recharger les batteries. Ça, c'est l'explication. Oui. L'explication très simple. Le sommeil, c'est beaucoup plus que ça. D'un point de vue biologique, le sommeil va permettre aussi de rééquilibrer les neurotransmetteurs au niveau du cerveau. Donc, le cerveau est une machine qui fonctionne par des petits messagers chimiques qu'on va appeler des neurotransmetteurs, duquel on va utiliser toute la journée les quantités de neurotransmetteurs qui vont se diffuser à l'intérieur du cerveau, qui vont s'échanger, qui vont voyager. Et le sommeil est essentiel à rééquilibrer les niveaux pour permettre, en fait, une journée normale par la suite. Les gens qui ont des... C'est la raison pour laquelle les gens qui ont des problèmes de sommeil vont généralement aussi avoir des problèmes soit d'anxiété ou des risques augmentés de dépression. Donc, le sommeil va servir à la fois, donc, beaucoup au niveau du cerveau, ça va de soi, mais tout le corps humain aussi. C'est que c'est durant le sommeil aussi qu'on va rééquilibrer ou remettre en place les cycles hormonaux normaux journaliers. On appelle ça le cycle circadien. Donc, le cycle circadien sert, entre autres, justement, à réguler l'ensemble des processus biologiques qui vont se passer durant la journée, qui sont attachés, donc, à l'heure du jour. Donc, dont le sommeil, entre autres, mais aussi, donc, la variation hormonale, la température corporelle et même la gestion du glucose, la gestion métabolique de l'énergie. Tout ça se passe pendant notre sommeil. Oui, tout à fait. En plus, ça répare peut-être nos protéines, puis les cellules endommagées, tout ça, là, ça fait... Bien sûr, les mécanismes de réparation, ça va de soi aussi en même temps. Ah, bien, j'en reviens pas. Donc, c'est beaucoup plus que se reposer, finalement. Oui, oui. Écoutez, on sait déjà même qu'une seule mauvaise nuit de sommeil modifie déjà le métabolisme énergétique. Donc, ça va déjà nuire à notre niveau énergétique, pas juste au niveau du cerveau. On sait qu'une mauvaise nuit de sommeil va aussi impacter la prise de poids. On va avoir tendance à prendre plus de poids. Il y a 3 études récentes qui ont été publiées qui ont démontré, entre autres, qu'un mauvais sommeil va augmenter les risques de diabète de type 2, va augmenter la prise de poids, oui, tout à fait, va augmenter les risques de démence, comme j'ai mentionné tout à l'heure, les risques de mortalité, tout type de mortalité confondue. Donc, le sommeil a réellement un gros impact. Mais une bonne démonstration, là, c'est l'été dernier, en Europe, l'Association européenne de cardiologie a publié des résultats fort intéressants. Des hommes de 50 ans qui dorment 5 heures et moins. On va voir, on va en reparler tout à l'heure. La notion du 5 heures est très importante. C'est la limite à laquelle on commence à trouver qu'il y a réellement un problème. Donc, à 5 heures et moins, on ne dort pas suffisamment. Ça, c'est très clair. C'est clair. Les hommes de 50 ans qui dorment 5 heures et moins par nuit ont 2 fois plus de risque de mourir d'une crise cardiaque au cours des 20 prochaines années. Hey. C'est un risque aussi important que les fumeurs et les diabétiques. Donc, c'est très élevé. Oui. Wow. Mais pourquoi, chez les personnes vieillissantes, le sommeil est plus difficile, où on a moins d'heures, on a l'impression de dormir moins longtemps et notre sommeil est de moins grande qualité? En fait, il y a plusieurs facteurs. Puis bon, la majorité des gens vont s'entendre à dire qu'en vieillissant, on a moins besoin de sommeil. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, vous êtes là pour y répondre, je suis bien content de ça. En fait, on va considérer habituellement qu'il y a une baisse de la durée du sommeil en vieillissant qui est normale. Donc, à partir de 40 ans, une personne qui dort 8 heures par nuit, normalement, va baisser, la durée de son sommeil va baisser par période de 10 ans d'environ une demi-heure. Ce qui ferait que, normalement, cette personne-là devrait arriver à 80 ans avec 6 heures de sommeil. Donc, on s'entend qu'en vieillissant, oui, c'est pas dramatique que quelqu'un dorme 6 heures rendu à 80 ans. Normalement, on va juger que c'est acceptable. Si elle dort moins que 6 heures ou qu'elle dort moins de 5 heures, là, ça devient problématique. Là, il faut surveiller. La raison pour laquelle on va avoir des problèmes de sommeil en vieillissant, ce sont multiples. Avant tout, la production de la mélatonine. C'est que la mélatonine, qu'on appelle souvent, à tort, je vous dirais, l'hormone de sommeil, parce que la mélatonine, dans le monde vivant, va stimuler tous les mécanismes de maintenance et de réparation. Fait que probablement que chez les organismes supérieurs, la raison pour laquelle la mélatonine dit au cerveau c'est le temps de dormir, c'est parce qu'en même temps, elle dit à tout le reste du corps c'est le temps de réparer. OK. Et on a une baisse drastique de la mélatonine, en fait, en vieillissant, à partir de l'âge de 50 ans. Donc, qui va baisser graduellement, parce qu'on va produire plus de mélatonine durant la nuit. Mais à l'âge de 70 ans, on va produire à peu près la même quantité la nuit que le jour. Donc, on n'a plus l'impact de la mélatonine. Donc, oui. Mais outre la mélatonine, il y a bien sûr d'autres facteurs aggravants qui sont, entre autres, la propension au stress. Les gens vieillissants, souvent, vont avoir tendance à faire de l'anxiété, du stress. Il y a la prise de médicaments qui pourrait causer des problèmes. Il y a les problèmes psychologiques aussi. Et il y a d'autres facteurs aggravants qui peuvent être liés à d'autres maladies, donc entre autres la douleur. Et malheureusement, la douleur, les problèmes d'anxiété,
installe des cercles vicieux avec les problèmes de sommeil parce que plus tu dors mal, plus tu as des problèmes d'anxiété, plus tu ressens de la douleur, plus tu dors mal. Oui, c'est ça. C'est tout relié. Alors, si on dort mal, on se répare moins, on se repose moins et on vieillit plus rapidement, dans le fond. Oui, tout à fait. Et puis en plus même, on sait que le cycle circadien, donc je vous ai mentionné tout à l'heure, est relié au processus du vieillissement primaire de l'organisme. Donc, on va réellement vieillir plus rapidement dû au fait, donc, entre autres, de l'augmentation de l'inflammation systémique, l'augmentation de la douleur, l'augmentation de l'anxiété, donc qui vont avoir des effets synergiques, je dirais, avec la problématique du sommeil. Mais en plus de tout ça, les mécanismes fondamentaux du vieillissement sont attachés au cycle circadien. Donc, on sait aussi que ceux qui ne dorment pas suffisamment, ils vont avoir une accélération en tant que telle du vieillissement, pas juste une perte de la réparation. Et on va reparler du vieillissement primaire lors de la 4e émission. Ah bon. C'est pour ça que lorsqu'on a bien dormi, on a bien reposé, on a une belle peau. On a dit qu'on a régéné un peu parce que ça a eu le temps de bien se réparer. C'est vrai. Hein? Quelqu'un qui a mal dormi, on a les traits tirés. Et quand on a bien dormi, on est plus rayonnant. Dans mon cas, moi, Dr Simard, je reçois beaucoup de commentaires de gens qui se servent de ma musique pour les aider à dormir. Ils me disent, j'espère que ça vous insulte pas. Je dis, non, au contraire, si ma musique peut vous faire du bien, bien, mon Dieu. Et il y a même des gens, il y a des garderies qui se servent de ma musique parfois pour calmer les enfants, pour leur faire une petite sieste. Et moi, je trouve ça bien correct. Alors, si ma musique peut vous relaxer, eh bien, j'en suis pas du tout offusqué. Et d'ailleurs, j'aimerais vous faire, comme pièce musicale aujourd'hui, une pièce qui est très reposante, justement, très relaxante. Une pièce qui a fait le tour du monde par un de nos grands compositeurs montréalais qui s'appelle Leonard Cohen. Oh. Et c'est ce fameux Alléluia. Je vous invite à chanter dans le refrain, si vous voulez.
Eh bien, nous sommes de retour à cette deuxième émission de Vivre jeune en musique et en santé avec la participation du docteur Éric Simard. Nous parlons justement de sommeil et de ses moyens de l'améliorer et de ses problèmes aussi. Alors, docteur Simard, qu'est-ce que vous nous conseillez pour avoir un bon sommeil? En fait, pour bien dormir, ce qu'il faut considérer avant tout, c'est qu'il faut avoir besoin de dormir. Ah bon? Et donc, souvent, on va penser à l'activité physique pour avoir besoin de dormir parce qu'on pense que le sommeil sert surtout pour se reposer. C'est vrai, mais probablement que la grande partie de l'activité physique, c'est pas réellement... Son importance, c'est pas nécessairement pour se reposer en tant que tel qu'on va améliorer le sommeil, mais aussi pour la neuroplastie, pour le fait aussi de faire travailler le cerveau sur différentes facettes. La neuroplastie est la capacité du cerveau, en fait, de reconstituer des nouveaux neurones, de reconstituer des nouvelles connexions, de se modifier au fur et à mesure qu'on a besoin de modifier la mémoire, qu'on a besoin d'apprendre des nouvelles choses, qu'on a besoin, donc, de développer des nouvelles capacités. Et la science a démontré que même les personnes âgées développent de nouveaux neurones, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et c'est quand même relativement récent, en fait, qu'on sait que même les personnes âgées vont développer des nouveaux neurones, entre autres au niveau de l'hippocampe, dans le centre de la mémoire. Wow. Mais bon, donc retenez en fait que pour bien dormir, il faut en avoir besoin. Donc l'activité physique est une facette, mais l'autre côté, qu'est-ce qui va stimuler la neuroplastie? C'est entre autres d'apprendre des choses et d'avoir des activités qui vont être exigeantes pour le cerveau. Qu'est-ce qui est exigeant pour le cerveau? Donc, apprendre, ça va exiger... Pour le cerveau, ça va lui demander d'aller intégrer les nouvelles connaissances dans la mémoire. Ça va être bénéfique. Donc, si vous lisez avant de dormir, là, sachez en fait que lire un roman, c'est une bonne idée. Ça va nous relaxer, c'est une chose. Lire quelque chose qu'on veut apprendre, ça va obliger le cerveau à aller l'imprégner à l'intérieur de la mémoire. Ça devrait amener un sommeil plus profond, plus réparateur. Donc, c'est ce qu'on appelle, entre autres, la neuroplastie. De l'autre côté, il ne faut pas oublier les problèmes de stress et d'anxiété. En vieillissant, on a tendance à même... Il y a une propension des gens à faire de plus en plus de stress et d'anxiété en vieillissant. Mais il nous est arrivé tellement de choses dans notre vie. C'est normal. Les gens qui ont eu des accidents de voiture, quand ils embarquent dans leur voiture, maintenant, ils sont plus craintifs. C'est la même chose dans la vie. Plus on vieillit, plus il nous est arrivé de malheur et tout ça, plus on est craintif et anxieux, probablement. C'est une chose qui est normale, mais il faut essayer de... En fait, il faut savoir avant tout que c'est normal. Le stress sert à se défendre, en fait, sert à réagir à un événement. Oui. Donc, il faut savoir que tout le monde va faire du stress. La différence entre ceux qui vont apprendre à bien contrôler le stress et ceux qui vont avoir des problèmes avec le stress, c'est que ceux qui apprennent à bien le contrôler connaissent le sentiment, le voient venir et ont appris à bien vivre avec pour différentes raisons. Donc, ce qui est important de savoir, là, c'est d'apprendre à se connaître et de trouver nos propres trucs, en fait, pour le stress. C'est pas les mêmes trucs pour tout le monde. Donc, l'activité physique peut en être un, les exercices de relaxation peuvent en être un autre. Vous voulez un très bon conseil, en fait, là? Il y a un livre fantastique qui a été publié. Ah oui. Oui, par Sonia Lupin. Excellent. En fait, Sonia Lupin est la directrice du Centre de recherche sur le stress de l'Université de Montréal. Le livre « Par amour du stress » nous apprend à mieux se connaître, apprend c'est quoi les facettes, en fait, qui risquent de nous déranger au niveau de l'anxiété, du stress, et nous apprend à comment faire, en fait, pour développer nous autres mêmes des pratiques, des trucs pour bien faire face au stress. Un autre élément aussi intéressant, il y a une application qui s'appelle Respirelax. Une application qui est gratuite pour les tablettes, les téléphones intelligents. Donc, ça peut être quelque chose de très facile à utiliser aussi. Effectivement. Alors, il y a probablement des trucs de tous les jours que vous pourriez nous donner pour améliorer un peu notre sommeil. Il y a des trucs sûrement. Bien sûr, oui. Ce qu'on appelle l'hygiène du sommeil. Okay. On en entend beaucoup parler. Des fois, on n'accorde pas suffisamment d'importance à ces petits éléments-là. En vieillissant, ils vont devenir de plus en plus importants. On va les passer en revue. Je vais vous expliquer. C'est relativement facile. Premièrement, on devrait toujours accorder au moins 1 heure avant de dormir au processus du sommeil. Fait que c'est quand même important de commencer à se mettre dans l'idée qu'on va dormir, qu'on va relaxer. Donc, c'est déjà un élément important. De nous préparer psychologiquement, comme on dit. Oui, et cet élément-là devrait faire partie d'un rituel. OK. Oui. Parce que le cerveau est intelligent. C'est un petit lait. Oui, hein? Donc, on va, sans s'en rendre compte, on va commencer à relaxer, on va commencer à déterminer qu'on est dans la période dans laquelle on va bientôt dormir si le rituel est toujours le même. Et là, faites attention dans le rituel en question, là, c'est pas le temps d'écouter une nouvelle. Okay, ben oui. C'est pas une bonne idée. Parce que, surtout dans le temps des impôts, ou encore, les élections. ou encore les élections. Parce que ça risque à nuire justement à notre pensée, ça risque de nous frustrer, ça risque de faire évoluer des sentiments donc, qui vont nuire à notre sommeil. Ouais. Donc, développer un rituel, aller au lit quand on est prêt à dormir, ça aussi, c'est un élément important. Quand on se sent somnolent, entre autres, garder les mêmes horaires de lever et de coucher. Et ça, on ne le dira jamais assez, là.
Les adolescents qui se couchent à 4 heures du matin et puis qui se relèvent le lendemain, puis qui se remettent, eux, ils ont encore la capacité de le faire. Cette capacité-là de s'ajuster à tous les jours, de changer notre horaire, en vieillissant, on la perd. OK. Et techniquement, il faut garder toujours la même horaire Ah oui. au niveau du sommeil. En vieillissant, c'est bien important. Donc, même pendant les fins de semaine ou encore les vacances, il faut essayer de garder toujours la même horaire. Sinon, on va avoir de la difficulté encore là à rétablir un bon sommeil. Donc, outre ça, le lit, c'est pour le sommeil et les activités sexuelles. Donc, comme je disais tout à l'heure, on n'écoute pas les nouvelles. Puis on ne sort pas notre tablette, on ne commence pas à jouer à des jeux d'ordinateur dans notre lit. Non, C'est ce que normalement, vous c'est dites. pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. En fait, l'exercice physique régulier est bénéfique pour le sommeil, mais jamais au moins 3 heures avant de dormir. Donc, on ne fait pas d'activité physique le soir en soirée. On évite ça. Donc, ça risque de nuire au sommeil. Il faut au moins qu'il y ait 3 heures d'écart entre l'activité physique et C'est le ça. sommeil. D'accord. De la même façon, le café, tout le monde le sait, le café risque de nuire au sommeil. On essaie de ne pas prendre de café après 3 heures de l'après-midi. Ne pas manger lourdement, ça va de soi. On fait attention de manger durant la soirée. On limite l'alcool et la nicotine. C'est pas vrai que l'alcool aide à dormir en passant. Trop d'alcool va donner un mauvais sommeil. Le lendemain, on va être fatigué. L'intensité des écrans, on en parle beaucoup. La question des écrans lumineux, vous êtes capable d'abaisser la luminosité, l'intensité des écrans de la lumière bleue à nuit à la production de mélatonine le soir. Donc, on essaie en fait d'éviter l'intensité trop élevée des écrans. Mais c'est parce qu'en vieillissant, nous autres, nos yeux, là, ils s'affaiblissent un peu. Là. Moi, j'en parle, je commence déjà à porter des lunettes pour lire. Alors, on aime ça, un bon éclairage. Mais je pense qu'il se vend des filtres qui diminuent certaines... Ils se vendent des filtres, puis on peut aussi grossir les caractères. Oui, peut-être Il y a différentes options qui peuvent se prêter à nous. Un bon environnement, ici, un élément intéressant, c'est que dans l'environnement de sommeil, des fois, on va négliger l'impact d'un animal de compagnie. L'animal de compagnie, mais laissez-les par terre. Parce que si vous réveillez pendant la nuit, là, ce que vous rendez souvent pas compte, c'est que vous étiez peut-être dans la 3e phase du sommeil, sur le point de rentrer dans la 4e phase qui va être la plus récupératrice. Le chat vous réveille. Bingo, on recommence le processus. Fait que les animaux de compagnie, on les laisse par terre. La lumière, la température. Il y a une étude qui a démontré récemment que le corps va choisir entre le sommeil profond et la régulation de la température corporelle. Fait que la température de la chambre est très importante. D'avoir une température adéquate qu'on apprécie, c'est extrêmement important. Elle devrait être quoi, plus fraîche que chaude ou... Ça dépend des gens. Oui. Habituellement, on va préférer une température un peu plus fraîche que plus chaude, effectivement. Ça va aider pour le sommeil. Les techniques de relaxation peuvent aider. J'ai parlé tout à l'heure de Respirelax. Et le cas de la sieste. Le cas de la sieste, c'est très important. On va avoir beaucoup de gens vieillissants qui, ils vont dormir 2 heures durant la journée. C'est vraiment pas bon. La sieste ne devrait pas durer plus que 15 à 20 minutes et jamais après 3 heures de l'après-midi. Donc, oubliez ça. On ne fait pas une sieste, surtout pas après le souper. On s'endort sur le divan. Après ça, on essaie de se rendormir à 10 heures le soir. C'est vraiment pas une bonne idée. C'est ça. Mais finalement, les somnifères, on sait que ça n'a pas une bonne réputation. Hein. On ne doit pas utiliser ça. Non, effectivement, j'en ai pas encore parlé, mais le cas des somnifères est très particulier. C'est que, même qu'il y a une étude très récente, en fait, je peux vous montrer, un guide de pratique clinique qui vient d'être publié en 2018 sur le cas, entre autres, des benzodiazépines, qui sont les somnifères les plus utilisés. On inclut dans ça la zopiclone, qui est souvent très bien connue, en fait, des gens vieillissants. Aucun usage est recommandé après 65 ans. Oh là là. Aucun. Et avant 65 ans, on ne ferait pas plus que 4 semaines. Donc, il faut savoir que les somnifères, habituellement, ne permettent pas un sommeil profond et réparateur. Donc, ça va nous permettre de dormir, mais ça ne nous permettra pas de récupérer autant qu'on devrait et ça va augmenter les risques de certains types de problèmes de santé, comme entre autres la dépression ou encore l'Alzheimer. Ah oui. Donc, il y a des raisons d'utiliser des somnifères, des gens qui vont avoir des gros problèmes dans leur vie, qui vont perdre un être cher, en fait, qui vont être bouleversés. On peut peut-être utiliser des somnifères pendant 2 à 3 semaines, mais ça ne devrait jamais être une solution à long terme. Ah bon. On devrait donc privilégier plus la mélatonine. La mélatonine, c'est intéressant. On en a parlé déjà un petit peu. En fait, c'est que la mélatonine est un inducteur du sommeil. Ça va amener la première phase de sommeil, mais généralement, ce ne sera pas suffisant en vieillissant. Les gens vieillissants vont se réveiller durant la nuit, ils ne seront pas capables de se rendormir. Oui. La mélatonine ne devrait jamais être prise au milieu de la nuit. Toujours le soir quand on se couche, jamais au milieu de la nuit. Jamais au milieu de la nuit. Non, jamais au milieu de la nuit. Et là, il y a d'autres produits de santé naturelle qui pourraient, oui, être des alternatives. Donc, on parle souvent de la valériane, de la passiflore. Sachez en fait que oui, ça peut être une alternative, ça peut permettre un sommeil plus profond, plus réparateur, plus longtemps. Mais encore là, il faut faire attention à la qualité des produits, d'un, et toujours en parler aux pharmaciens, toujours acheter des produits uniquement en pharmacie. Oui, c'est vrai. Parce que très souvent, ce qui est écrit sur la bouteille n'est pas nécessairement ce qu'il y a dans la bouteille. Ça, Oui, c'est effectivement. la raison pour laquelle beaucoup de médecins n'ont pas prescrit dans le passé des produits naturels parce que
Dans la plupart de ces bouteilles-là, ça ne contenait pas ce que ça devait contenir. C'était dans des doses inefficaces et tout ça. Puis on se disait, bien, ça ne marche pas. Mais quand c'est à la bonne dose puis les bons ingrédients de bonne qualité, j'en suis persuadé que c'est autre chose. Hein. Oui, effectivement, ça peut être une alternative intéressante. Et puis, en fait, Richard, j'ai une question pour toi. Ça me chicote. Quelqu'un qui a eu une carrière aussi impressionnante que la tienne, qui a fait plein de projets, qui a voyagé de par le monde, en fait, tu as sûrement une anecdote par rapport au sommeil. Tu as sûrement été obligé de travailler même la nuit. Bien oui, en fait, dans mon cas, le décalage horaire est très important sur moi. Quand j'ai fait des tournées en Inde, j'en ai fait 3, et que ça me prend 26 heures d'avion me rendre là et tout ça, je suis vraiment en décalage horaire. Et j'ai un membre de mon équipe, lui, il dort 8 heures, il se réveille le lendemain, il est parfait, frais et dispo. Mais moi, on dit que c'est 1 heure par heure de décalage. Alors, c'est 9h30 de décalage, fait que ça me prend 9 à 10 jours avant de m'en remettre. T'sais. Alors, c'est vraiment difficile. Il y a des fois, on doit tourner aussi pendant la nuit. Un jour, j'ai eu l'opportunité de tourner un vidéoclip que j'aimerais peut-être vous montrer d'ailleurs. Un vidéoclip, on a eu une chance inouïe. La réalisatrice de mon clip était amie avec des gens qui étaient en train de faire une émission spéciale sur Jules Verne. Et ils avaient des grands entrepôts, puis ils avaient fait des décors de millions de dollars. Ils avaient reconstruit des rues de Paris avec les chevaux et tout. C'était gigantesque. Ah, wow. Et on m'a prêté ces décors-là pour 24 heures. Mais ils ont dit, demain matin, à 5 heures, on entre, fini, pas fini, vous devez déguerpir. Alors, j'ai eu le droit à des décors fantastiques avec des soldats avec vraiment les habits allemands. L'histoire se passe à Paris, justement, pendant qu'elle est assiégée par les Allemands. Et c'est l'histoire d'amoureux qui se rencontrent dans un petit bistrot. Et il y a un pianiste qui est moi, qui leur joue toujours la même pièce. Et sur cette pièce, ils s'aiment, ils dansent, ils s'embrassent, jusqu'à temps que le malheur arrive. C'est un des plus beaux vidéoclips que j'ai jamais fait dans ma carrière. J'aimerais ça le partager avec vous, messieurs, dames. C'est sur une pièce de Loreena McKennitt qui s'appelle Tango to Evora. Je le dis avec fierté, non par vantardise, mais ce vidéoclip s'est retrouvé en 3e position sur la chaîne Bravo. J'étais juste avant Norah Jones cette semaine-là, que j'étais donc fier pour de la musique instrumentale. C'est vraiment un beau vidéoclip et je suis très fier de le partager avec vous.
Alors voilà, messieurs, dames, c'est déjà le mot de la fin. Nous espérons que cette émission vous a plu. Et Dr Simard, vous avez une dernière petite chose à nous dire avant de nous quitter? Oui, ceux et celles qui voudraient en savoir plus et avoir accès peut-être aux références, donc des éléments que j'ai mentionnés aujourd'hui, peuvent y avoir accès sur mon site Internet, c'est esimard.com. Donc, le site s'appelle Éric Simard, Priorité Bien Vieillir. Et puis, Richard, si je te retourne la question, en fait, oui. Les gens qui voudraient voir tes albums et voir les pièces musicales que tu nous as jouées. C'est un peu la même chose que vous, docteur. Je conseille aux gens de consulter mon site web, qui est richardabel.ca. Richard Abel en un seul mot.ca. Et tout est là, toutes les informations sont là. Ah, et justement, j'allais oublier ma petite note d'humour à chacune des émissions. Dr Simard nous a parlé de l'importance de manger des petits fruits. Et en passant, savez-vous quelle est la définition d'une framboise? C'est une cerise qui a le frisson. Là-dessus, on se dit à la prochaine.